Bienvenue à tous. C'est une réforme délicate et le gouvernement a donc tranché. C'est par une augmentation d'impôts que sera comblé le déficit de la branche familiale de la sécurité sociale. Hausse d'impôts qui va toucher 10 à 15% des familles les plus aisées. Les allocations, elles, ne bougeront pas. Ce soir, on va examiner précisément les conséquences de ce choix. On entendra aussi les réactions. D'abord, le résumé de ces mesures. Julien Dupéret, Éric Delagneau. Visite matinale dans un jardin d'enfants pour le Premier ministre, mais ce sont bien les parents qui subissent un nouveau tour de vis fiscal. La cible, les familles les plus riches, en touchant non pas aux allocations, mais au quotient familial pour financer la sécurité sociale. Ce financement doit se faire sur la base de la justice, de la solidarité. C'est pour ça que le gouvernement a choisi de faire appel aux familles les plus aisées. Le quotient familial, une exonération d'impôts pour les familles dès le premier enfant. Son plafond va passer de 2 000 € maximum par enfant à 1 500 €. 1 300 000 ménages sont concernés, soit 12% des ménages avec enfants. Dans le détail, vont voir leurs impôts augmenter. Les couples avec un enfant à partir de 5 370 € de revenus par mois. Ceux avec 2 enfants à partir de 5 850 €. Ceux avec 3 enfants à partir de 6 820 € de revenus, et ainsi de suite. Pour les familles les plus riches, le gouvernement prévoit aussi de diminuer le montant du congé parental ou de la prestation d'accueil du jeune enfant. A l'inverse, certaines aides aux familles modestes sont augmentées. Le tout doit permettre d'économiser 1,7 milliard d'euros par an en 2016. En contrepartie, 275 000 nouvelles places de garde d'enfants sont créées dans les crèches, chez les assistantes maternelles et dans les écoles. Des créations qui devraient coûter plus d'1 milliard d'euros. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Soyons précis, si possible. Qui va payer et combien? Alors avec la réforme du quotient familial, il peut y avoir un impact dès le premier enfant. Prenons le cas d'un couple avec un enfant à charge, revenu déclaré 5 700 € par mois. Eh bien cette famille paiera l'an prochain plus d'impôts, 500 € de plus par an. Alors avec un seul enfant, ça ne peut pas être plus. Prenons maintenant le cas d'un couple avec 2 enfants. S'il déclare 6 000 € par mois, son impôt va augmenter de 250 € par an. S'il déclare 6 500 €, l'impôt augmentera de 1 000 € par an. Dans le cas d'une famille de 3 enfants avec un revenu de 8 000 € par mois, eh bien l'impôt va s'alourdir de 2 000 € par an. Vous l'avez compris, comme le quotient est calculé par enfant, plus vous avez d'enfants, plus le risque est grand d'un impact important pour les ménages les plus aisés. Merci Jean-Paul. Dans un instant, on va entendre les réactions à cet arbitrage. D'abord cette question pour bien prendre la mesure de ce débat. Quelle charge financière représente aujourd'hui un enfant? Reportage Margot Manière, Didier Dahan avec notre bureau à Lille. C'est l'heure de la sortie de l'école maternelle. Valérie Lyonnais vient chercher sa petite dernière, Rose, 3 ans. C'est la 4e de la famille. Un bébé coûte cher, de toute façon. En plus, ils ont une différence d'âge entre le 3e et le 4e. Donc il fallait racheter poussette, à tout, je n'avais plus rien. Romain, 14 ans, Nicolas, 12 ans, Arthur, 10 ans, et donc Rose, 3 ans. La famille Lyonnais avec 4 enfants dépense chaque mois beaucoup d'argent. Et plus ils vieillissent, plus ils coûtent cher. Romain l'aîné a un téléphone, un ordinateur portable, sa carte de transport en commun. Ajoutez à cela ses cours d'escrime ou ses vêtements. Pour les dépenses personnelles des 4 enfants, les parents paient en tout 1 200 € par mois. Pour ne pas augmenter encore plus ce budget, Valérie Lyonnais a décidé après son 3e enfant d'arrêter de travailler. Au niveau financier, ça m'évitait de prendre quelqu'un à domicile tout le temps, de payer des gardes, je pouvais assumer les 4 enfants. Et lorsque le 2e est arrivé, il a fallu déménager. Aujourd'hui, ils dorment à 2 par chambre, mais le budget logement est tout de même élevé, 2 300 € par mois avec le crédit et les charges. Il faut aussi ajouter l'alimentation. 6 bouches à nourrir, cela représente 750 € par mois. Alors malgré des revenus élevés, la réforme du quotient familial est mal accueillie. Avec 246 € d'impôts en plus chaque mois, la famille pourrait repousser certains projets. On va peut-être garder notre voiture. Les enfants grandissent, ils ont un peu moins de place derrière, mais on va peut-être la garder quand même. Dans la banlieue lilloise, la famille Hébert est elle aussi concernée par la réforme. Avec 6 000 € de revenus mensuels pour le couple et 2 enfants, elle va payer
21 € d'impôt en plus par mois. 21 €, c'est pas grand-chose, dans le sens où ça représente, comme on dit tout à l'heure, une sortie au cinéma ou une brasserie le midi. N'empêche que c'est 21 € qui viennent s'ajouter à plein d'autres choses. Son épouse et lui travaillent, les enfants sont gardés par une nourrice qui leur coûte 300 € par mois. Leur logement avec les charges, 1500 € par mois, et les vacances à 4 leur reviennent en moyenne à 400 € par mois. C'est à partir de septembre 2014 que cette dépense supplémentaire aura un impact sur leur budget. Les réactions maintenant, elles sont contrastées, associations familiales ou partis politiques. Elles sont rassemblées par Fabien Chadeau avec notre bureau à Bordeaux. À la sortie de cette école bordelaise, cette nouvelle hausse d'impôts fait grincer des dents. On est résigné, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On est résigné, c'est tout. Toujours payer plus, puis voilà. C'est toujours les mêmes qui trinquent, quoi, voilà. Les impôts augmentent et la taxe foncière, taxe d'habitation, c'est sûr qu'au final, ça fait quand même des sacrées portions et on préférait les dépenser de notre manière aussi en consommant, pourquoi pas davantage. Mais pour d'autres, il s'agit au contraire d'une mesure juste. S'il faut égrener les plus hauts revenus pour conserver une politique familiale pour ceux qui en ont réellement besoin, ça me paraît assez logique. Ouais. Pour la plupart des associations familiales, en rabotant les avantages accordés aux familles, le gouvernement se trompe. Encore une fois, l'impôt qui va augmenter alors que les annonces de notre président sont sans arrêt de dire il n'y aura plus d'augmentation de l'impôt. Donc on va à nouveau toucher à ce pouvoir d'achat des familles dans un contexte économique où manifestement il faudrait peut-être faire l'inverse. L'extrême droite dénonce une atteinte à la politique familiale à la française. C'est une mesure qui est profondément injuste car elle représente en quelque sorte un impôt sur les enfants. Alors même que la politique nataliste est peut-être encore le dernier succès de la France. Pour l'UMP, c'est une fois de plus la classe moyenne qui est mise à contribution. Tout ça vient dans un éventail de mesures qui frappent toujours les mêmes. Ces familles soi-disant riches qui ont 5 000 €. Mais vous savez, 2 fois 2 500 € en Ile-de-France pour un couple qui travaille, on n'est pas riche. Cette réforme ne sera visible sur les feuilles d'impôt que l'an prochain, au moment de la déclaration pour les revenus de 2013. Et un dernier point pour refermer ce chapitre, l'enjeu de la natalité française. Justement, bonsoir François Langlais, peut-on vraiment établir une corrélation entre notre politique familiale pratiquée depuis de nombreuses années et le dynamisme de notre démographie? Oui David, c'est une dépense publique très efficace. On va regarder un graphique justement avec les dépenses de politique familiale engagées dans 15 pays d'Europe. C'est l'Irlande qui est en tête, donc à gauche du graphique, avec plus de 4% du PIB. Et puis à l'autre extrémité, c'est la Grèce qui dépense le moins, 1,4% seulement. La France est au 4e rang avec des dépenses quand même assez élevées. On va regarder maintenant l'impact sur la fécondité. Les pays qui ont une fécondité supérieure à la moyenne se sont affichés en rouge et ceux qui font moins d'enfants que la moyenne européenne sont en noir. On voit clairement que les rouges sont à gauche du graphique, c'est-à-dire là où on dépense le plus, alors que les noirs, ceux qui ont moins d'enfants, eh bien ils sont à droite, là où on dépense le moins. Oui. Non, il y a une vraie corrélation. Il y a une vraie corrélation entre les dépenses et le nombre d'enfants par femme. Et au sein de cette politique, est-ce qu'on sait quel est l'outil le plus efficace? Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. De loin, c'est l'investissement dans les services de garde pour jeunes enfants qui est plus efficace pour encourager cette fécondité. Beaucoup plus que les allocations, beaucoup plus que les crédits d'impôt, comme notre quotient familial. On ne fait pas plus d'enfants parce qu'on vous donne de l'argent, mais on en fait plus volontiers si on a l'assurance que la vie quotidienne sera plus facile à organiser. Merci François pour cette analyse.